Stéphane Soumier va interroger Laurent Alexandre, qui est le fondateur de Doctissimo, mais aussi de DNA Vision. Et ils vont vous parler de ce qui arrive non pas l'année prochaine, non pas dans 2 ans, Stéphane, mais dans 5 ou 10 ans. Oui, c'est ce que je me disais, et puis c'est peut-être arrivé hier soir en fait. Donc voilà, c'est peut-être arrivé hier soir. On va parler de tout ça. Laurent Alexandre qui va venir me rejoindre. Bonjour Laurent. Bon, rebonjour à tous. Oui, il se trouve que Laurent Alexandre, vous l'avez présenté, fondateur de Doctissimo, il y a maintenant, c'était dans une autre vie. J'avais dit une fois que vous concentriez finalement tout ce que la France arrive à faire de bien, c'est-à-dire que, alors j'ai oublié un élément, vous êtes énarque, hein, si je ne m'abuse, Laurent Alexandre, comme quoi, chirurgien, comme quoi, et entrepreneur, voilà. Et ce mariage-là a quelque chose d'assez magique. Bon, depuis un petit moment, Laurent Alexandre, vous réfléchissez énormément à la stratégie de Google. Et je me disais, on va ensemble faire un petit peu de prospective justement sur la stratégie de Google. Et puis il se trouve que entre la nuit dernière et cet après-midi, 2 éléments sont survenus qui sont à mon avis 2 éléments considérables et je ne sais pas dans quel ordre les traiter, donc on va commencer comme ça et c'est vous qui allez me dire dans quel ordre les traiter. Le premier, donc la nuit dernière, c'est que Google, alors conférence de développeurs assez classique, sauf que cette conférence de développeurs, elle peut se titrer sur Google part à la conquête d'1 milliard de nouveaux objets à contrôler. 1 milliard de nouveaux objets à contrôler. Ça veut dire qu'ils en contrôlent déjà 1 milliard et qu'ils parlent à la conquête du nouveau milliard. Et puis cet après-midi, un type alors assez formidable, patron d'une boîte qui s'appelle Réputation VIP, m'a appelé et m'a dit « Ça y est, ça a commencé ». Qu'est-ce qui a commencé? Ça y est, Google a désindexé un certain nombre de pages. Ça y est, le droit à l'oubli est devenu une réalité. Là, alors lui, il l'a vu cet après-midi, 300 requêtes que lui avaient envoyées des clients, parce qu'il a, c'est un vrai entrepreneur, il a tout de suite fait un business avec ça. 300 requêtes qui ont été traitées d'ailleurs très très vite, dit-il, ce qui me fait penser que c'est un système automatique qui traite les requêtes, que pour l'instant Google ne réfléchit pas, dit oui à tout le monde. Et ça y est, des centaines de pages ont été désindexées, sont sorties du grand annuaire de l'Internet, Laurent Alexandre. J'ai l'impression que c'est une date. Est-ce que vous partagez mon sentiment? C'est une date fondamentale, c'est le début de la falsification de l'histoire. Ouais. C'est la réécriture de l'histoire. Les juges européens n'ont pas compris qu'en autorisant le droit à l'oubli, ils entraient dans le bidouillage de notre histoire. La seule histoire, c'est l'histoire numérique. Le papier a disparu. Donc, autoriser à désindexer des pages, c'est autoriser à réécrire notre histoire. C'est 1984 à l'ère de l'Internet. C'est une erreur fondamentale qu'ont fait les juges en autorisant qu'on falsifie notre passé. Et on voit à quel point, en partant d'un bon sentiment, qui est le droit à l'oubli du charcutier qui ne veut plus qu'on indexe une connerie qu'il a fait en 1912, on conduit à autoriser le changement du passé, la réécriture du passé. C'est, si l'on n'y prend pas garde, un monde orwellien qui nous guette. D'autre part, et j'ai beaucoup de respect pour Google, mais pousser Google à bidouiller les pages, à désindexer les pages... Oui, parce qu'ils n'autorisent pas, ils obligent, hein, attention, ils obligent. C'est obligé. Ouais. Mais pousser Google à bidouiller manuellement les pages pourrait être dangereux, car on ne sait pas jusqu'où pourrait aller ce bidouillage des liens. Moi, je préfère un moteur automatique, où il n'y a pas de favoritisme, où il n'y a pas d'action manuelle ou pas beaucoup, à un moteur qui se met à désindexer des pages, même si c'est à la demande des juges. En tout cas, je pense que c'est quelque chose de très grave qu'ont fait les juges européens, en toute bonne foi, mais par méconnaissance globale du fonctionnement des médias aujourd'hui. Il faut juste ajouter que Google signale, c'est-à-dire sur la recherche, Google, et vous allez voir ça demain, alors il faut trouver les noms qui ont été désindexés, il n'a pas voulu me les donner, hein, parce que c'est les clients à lui, et Google met, cette recherche a été amputée d'un certain nombre de pages du fait des obligations de la justice européenne. Bon. Derrière, donc, il y a ce milliard d'objets. Hein. Google a présenté hier à peu près tout ce que, aujourd'hui, vous pouvez désirer acheter. Et à chaque fois, il va y avoir un Android pour faire marcher cet élément. Est-ce que vous pouvez discerner une ligne directrice qui puisse rassembler l'ensemble de la stratégie de Google derrière cette volonté d'aller s'immiscer dans 1 milliard de nouveaux objets sur la planète? Au-delà de Google, et sans faire du Google centrisme,
on voit bien que l'Internet des objets, qui était un fantasme il y a encore 5 ans, est en train de devenir une réalité. Alors effectivement, l'extension d'Android dans les objets wearables, et notamment les montres, mais aussi la nouvelle plateforme de développement santé de Google la semaine dernière, HealthKit, montre qu'on va avoir de plus en plus une extension du champ des appareils connectés. L'iPhone va devenir un terminal médical, simple dans un premier temps, et puis de plus en plus complexe. Avec un iPhone, on peut mesurer les ondes électroencéphalographiques chez les épileptiques, on peut discerner si on a une tumeur de la peau ou pas, on peut voir le fond de l'œil et analyser le fond de l'œil, on peut mesurer les électrolytes dans les 18 mois à 2 ans qui viennent, c'est-à-dire mesurer la glycémie, mais également tous les constituants sanguins. À l'horizon de 5 ans, mesurer tous les constituants, les 200 000 protéines qui sont dans notre sang. Donc petit à petit, on va voir apparaître des objets de plus en plus intelligents qui vont rentrer dans le monde de la santé, mais également dans le monde de l'éducation, chez Google, mais aussi chez Apple, chez Facebook et chez Amazon. Et en fait, la problématique qu'on évoque de l'Internet des objets, elle dépasse Google et elle s'étend à tout GAFA, c'est-à-dire tout l'ensemble Google, Apple, Facebook et Amazon. Et effectivement, c'est révolutionnaire. Alors, pour les acteurs qui ne sont pas plateformistes, et beaucoup d'entre vous ici ne sont pas plateformistes, c'est-à-dire ne possèdent pas d'operating system, ne possèdent pas de téléphone mobile, etc., on voit bien que se dessine un paysage dans lequel il y a les suzerains, c'est-à-dire les plateformistes, ceux qui possèdent iOS, ceux qui possèdent Android, et vous voyez bien qu'Amazon rentre dans le téléphone mobile aujourd'hui, et Facebook souhaite rentrer dans le téléphone mobile en tant que propriétaire d'un operating system. Et puis après, il y a les acteurs qui sont en dessous, et qui sont des acteurs verticaux, qui gèrent des thématiques, et qui sont sous la dépendance de GAFA. Alors, GAFA n'est pas méchant, mais GAFA est le maître. Le plateformiste est le maître. Et au moment où l'Internet fixe est en train de basculer vers l'Internet mobile, et vous voyez que chez des acteurs comme les Échos, le mobile est en train de devenir plus important que le fixe, comme le directeur général des Échos l'a annoncé hier, la possession de téléphone et de l'operating system et du magasin d'applications qui va derrière est absolument fondamentale. Et c'est là que l'on capture la valeur. La valeur est beaucoup plus chez le plateformiste que chez les gens qui gèrent en silo des applications verticales. D'abord parce qu'ils peuvent être tués par le plateformiste, pas méchamment, mais simplement parce que le plateformiste, ayant beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, peut s'intégrer en aval. Et peut effectivement, et c'est déjà arrivé dans le passé, l'éléphant plateformiste peut écraser une souris sans méchanceté et sans s'en rendre compte. Donc l'écosystème qui se dessine, avec un écosystème avec des acteurs de premier rang, GAFA, et puis des acteurs de second rang, va être une organisation absolument fondamentale dans l'économie dans les années qui viennent, et va entrer au-delà de la vente par correspondance et de la vente à distance, va rentrer dans des secteurs comme la santé, l'éducation, très vite. Dans la santé, ça va être particulièrement important et ça va être particulièrement saignant pour le corps médical. Le pouvoir médical va partir des médecins vers les gens qui seront propriétaires des algorithmes médicaux. Et dès à présent, on voit que Watson, le système expert d'IBM, est meilleur que les cancérologues dans le diagnostic de certains cancers. On imagine ce que ce sera dans 10 ans quand la puissance des serveurs informatiques aura fait x1000 d'ici 2024. Ça veut dire quoi? On n'écoutera plus son médecin. On ira voir sur la base de données médicales, alors du plateformiste qu'on aura choisi. Vous les mettez les 4 à égalité, ces plateformistes là? J'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de manger les autres. Google, mais Apple est aussi très fort, et Facebook et Amazon aussi. En pratique, dans la santé aujourd'hui, c'est Google et Amazon, c'est Google et Apple qui sont le plus impliqués. Amazon et Facebook ne sont pas encore rentrés. Donc les plateformistes par rapport à la santé ne sont pas tous au même endroit de la compétition. Et donc on ira voir notre dossier médical, nos résultats d'analyse et les conclusions que font cette plateforme, et on ira peut-être encore un peu la porter au médecin. On sait pas encore combien de temps. On ira voir le médecin, mais le médecin aura le statut de l'infirmière de 2015. Et je suis chirurgien, c'est une prédiction qui me touche, mais c'est une réalité. Quand vous prenez un cancer, aujourd'hui, il devient insensé de soigner un cancer si on ne regarde pas l'ADN de la tumeur, c'est-à-dire si on ne séquence pas l'ADN de la tumeur pour connaître les particularités biologiques et génétiques de la tumeur. Ça représente 10 téraoctets d'informations. En données traitées, ça fait 3 gigas, 3 milliards d'informations.
Parce qu'il y a 3 milliards de bases ADN de messagers chimiques sur l'ADN du tumeur. Et c'est indispensable pour bien choisir la chimiothérapie. Un individu, j'ai fait le calcul, à la main, mettrait entre 15 et 18 ans pour regarder tous les variants génétiques d'une tumeur. Watson va le faire en 1/100 de seconde. Le pouvoir médical a déjà basculé. Et chaud, donc, nous irons voir notre médecin. Je vous avais dit que... Nous irons voir notre médecin, mais le médecin sera l'exécutant des algorithmes. Qui va posséder les algorithmes médicaux? Les acteurs de GAFA. Un algorithme médical, ça va coûter entre 1 et 5 milliards de dollars. C'est ni le ministère de la Santé français, ni les petites start-up françaises qui vont investir ça pour développer les algorithmes santé. Donc, le numérique est disrupteur, bien sûr. Il consacre la puissance de GAFA. Il augmente le pouvoir de GAFA. Il permet à GAFA de rentrer de plus en plus dans plus en plus de secteurs. C'est un problème pour les petits acteurs sectoriels qui sont dépendants des plateformistes. Mais il n'y a pas que les gens qui font de la vente par correspondance qui sont menacés par GAFA. Il ne vous a pas échappé que ce que les constructeurs automobiles pensaient à tout jamais impossible, avoir une voiture qui se conduit tout seul, sans volant, sans pédale et sans frein, est déjà une réalité. Et que les 100 premières Google Cars sont en train de sortir de l'usine. Et que... Ils ne les fabriquent pas encore, Laurent Alexandre, quand même. Ce n'est pas eux qui les fabriquent, mais c'est eux qui ont défini le cahier des charges. Et que un monde sans voiture autonome est aujourd'hui envisageable. D'ailleurs, sans citer de nom, le patron d'un très grand groupe d'assurances mondiaux s'en est ces derniers jours beaucoup ému devant son management. Ben oui, la Google Car n'a jamais d'accident. Jamais d'accident. Et donc, vous imaginez dans un monde sans risque, l'assurance auto disparaît. Alors, les fabricants de voitures autonomes, sans doute, s'assureraient en cas de bug, etc., ou d'attaques terroristes et de bugs terroristes, mais il n'y aurait plus d'assurance auto individuelle. Donc, les disruptions entraînées par le numérique, elles sont nombreuses. Dans la santé, c'est évident, la watsonisation de la santé a commencé. Dans l'automobile, dans l'assurance, dans la banque, c'est évident. Il est clair qu'on ne va pas empêcher GAFA de devenir banque assureur. Quand on possède... Les banquiers, ils pensent toujours qu'ils vont y arriver. Quand on possède les téléphones portables, qu'on a un système d'authentification par empreinte digitale, on est un banquier en puissance. Alors, ils ne vont pas forcément devenir banquiers demain matin, mais le jour où ils voudront être banquiers, ils le seront. Et contrairement à nos banquiers, les gens de GAFA sont présents sur 174 zones linguistiques. Ils sont présents worldwide. Ils vont immédiatement amortir leur développement informatique sur chacun entre 750 et 2 milliards d'individus. Alors, Laurent Alexandre, je veux juste vous arrêter là-dessus, parce que c'est ça qui me passionne, et c'est pour ça que c'est très bien d'avoir commencé par le droit à l'oubli. C'est que pour faire ça, comme d'ailleurs pour la santé, il faut qu'à un moment, ils aient les autorisations des autorités de régulation. Si Google veut devenir banquier, il faut qu'il ait une licence bancaire. Oui. Si je veux ouvrir un compte en banque chez lui d'une manière ou d'une autre, oui, il faut qu'il ait une licence bancaire. Oui. Les autorités de régulation ne vont peut-être pas leur donner une licence bancaire, de la même manière que la justice européenne lui a imposé d'aller finalement amputer son moteur de recherche. Oui, mais les consommateurs seront du côté de GAFA. Et si demain on veut empêcher GAFA d'agir, les consommateurs vont se révolter. Contrairement à ce qu'on peut penser, GAFA a comme allié les consommateurs. Demain, si on interdit une fonctionnalité de l'iPhone, il y aura une flash mob de 3 millions de personnes devant l'Élysée. Bien sûr. Et j'irai manifester. Bien sûr. Moi aussi, je suis en Belgique, donc j'irai pas manifester devant l'Élysée, mais devant le Palais Royal à Bruxelles. Mais il y a un vrai pouvoir des consommateurs en faveur de GAFA. Alors, vous voyez, en ce moment, vous savez tous que parmi GAFA, c'est Google qui investit le plus dans le monde de la santé. Et donc Google a créé une filiale qui s'appelle Calico, dont l'objectif est d'augmenter notre espérance de vie de 20 années d'ici 2035. Faites le calcul rapidement, cela signifierait donc que nous ne nous rapprocherions pas de notre mort entre aujourd'hui et 2035. Si effectivement Google... Non mais... On a mis du temps à faire le calcul, c'est pour ça, alors Alexandre, on va moins vite que vous. Vous êtes un peu lent. Nous sommes en 2014. Imaginez que Calico, la filiale à 100% de Google, dont l'objectif est de tuer la mort, réussisse ce premier bond.
C'est la première fois que vous l'entendez, ça fait toujours bizarre. D'ailleurs, j'en ai fait un bouquin, La mort de la mort. Absolument. Et imaginez que Google réussisse, non pas à nous faire gagner 20 années d'espérance de vie tout de suite, mais 12 ou 14. Imaginez que les pouvoirs publics empêchent les traitements Calico Google en France. D'abord, vous allez manifester, vous allez voter pour les partis qui vont lever l'interdiction. Vous n'allez pas accepter le diktat d'État. Les consommateurs seront du côté de GAFA. Et GAFA a beaucoup de consommateurs. Les petits acteurs de GAFA ont 750 à 900 millions de clients, ainsi que leur numéro de carte bancaire. Et puis les gros, comme Facebook aujourd'hui a 1,7 milliard, si on ajoute WhatsApp. Et puis Google avec Android, et Google Search et Google Maps, etc., est au-dessus de 2,5 milliards en réalité. Donc ça fait une base installée importante pour faire des flash mobs dynamiques. Alors, vous l'avez répété 3 fois, GAFA n'est pas méchant. La semaine dernière, et vous l'avez forcément vu, d'ailleurs vous l'avez d'autant plus vu que c'est grâce à vous que moi-même je l'ai vu, Elon Musk, bon, qui est pas, c'est pas Bogdanov, hein, Elon Musk, hein, fondateur de PayPal, aujourd'hui il construit les seules voitures électriques qui se vendent vraiment, hein, c'est-à-dire les Tesla. Il est aussi au cœur du projet SpaceX, hein, d'envoyer des satellites réutilisables. Il y a des images d'ailleurs très spectaculaires. Hein. Il monte à peu près 1 kilomètre, je crois, aujourd'hui, hein, son lanceur, et il redescend. Enfin, c'est spectaculaire. Elon Musk a dit à CNBC, et là non plus, c'est pas un truc marginal, c'est CNBC. Tiens, je viens d'investir dans une boîte d'intelligence artificielle. Ah bon, dit la fille de CNBC, pourquoi vous êtes investisseur? Non, je suis inquiet. Et vous êtes inquiet de quoi, dit la fille de CNBC. Je suis inquiet que le scénario de Terminator ne se réalise. Et donc, je veux être au cœur de leurs recherches pour essayer d'arrêter ça avant qu'il soit trop tard. Et Elon Musk est rentré chez Vicarius, effectivement, il y a quelques semaines. Et Elon Musk fait partie d'une longue série de gens, depuis quelques mois, qui ont lancé un cri d'alarme sur l'intelligence artificielle. Vous savez, l'intelligence artificielle avec des robots humanoïdes un peu bêta, comme dans les vieux films de science-fiction des années vintage, nous avait habitués à l'idée que c'était des conneries, l'intelligence artificielle. C'était juste ridicule. C'était des fantasmes technologiques. En fait, la progression de la robotique et des travaux notamment de Google, et Google est vraiment leader mondial dans l'intelligence artificielle, sont telles que les gens ont commencé à s'inquiéter. D'abord, chez Google, le fondateur de DeepMind, une société spécialisée dans l'intelligence artificielle que Google a rachetée, a dit « Je crains que l'intelligence artificielle n'extermine l'humanité dès le XXIe siècle ». Stephen Hawking, l'astrophysicien anglais, avec une belle brochette de physiciens et de prix Nobel, a lancé un cri d'alarme dans The Independent en expliquant que transcendance, ce n'était pas un fantasme, c'est ce qui nous guette dans peu d'années. Elon Musk en a rajouté une couche. Bill Gates s'est inquiété des conséquences de la fusion de l'intelligence artificielle et de la robotique, notamment sur le plan sociétal, dans une interview qu'il a donnée il y a peu de temps, en expliquant que l'automatisation et les robots de deuxième génération allaient supprimer la plupart des métiers. Il a d'ailleurs ajouté, en 2035, il n'y aura plus d'infirmières. Les infirmières auront été remplacées par des automates intelligents. Donc cette inquiétude par rapport à l'intelligence artificielle, elle monte très régulièrement ces dernières semaines et ces derniers mois, et elle est liée au fait qu'on commence à avoir des automates vraiment un peu intelligents. Alors, la vraie intelligence artificielle forte, hein, on en est loin. Ce qu'on appelle l'IA forte, c'est une IA qui a une conscience autonome, avec des désirs, des fantasmes, comme l'intelligence traditionnelle. Ces angoisses-là sont aussi augmentées par le fait que certains dirigeants de Google souhaitent faire fusionner le cerveau avec l'informatique, le neurone avec le silicium. Ray Kurzweil, qui est l'ingénieur en chef et le développeur en chef de Google, et qui est responsable notamment de l'intelligence artificielle chez Google, expliquait à Vancouver, dans une interview qui est restée célèbre, « Habituez-vous à la pensée hybride, l'hybrid thinking, car nous allons devoir nous habituer, dès 2035, quand nous aurons des implants intracrâniens connectés à Internet, à avoir une pensée qui est moitié le fruit de notre cerveau biologique et moitié le fruit des implants intracérébraux que nous aurons. La pensée hybride, 2035, c'est demain. La pensée hybride.
La pensée hybride, c'est quoi la pensée? Je ne connais pas la pensée hybride. Ben, c'est le mélange d'une pensée biologique, la pensée qu'on a, avec la pensée des microprocesseurs que nous aurons connectés dans le crâne, selon ce dirigeant de Google. Donc, je suis certain que les générations futures seront enchantées à l'idée d'avoir des implants intracérébraux. Pour ma génération, et moi à 55 ans, je commence à être un vieux con, c'est effectivement troublant. Mais j'en ai discuté avec mon petit dernier qui a 8 ans, et j'exprimais ses craintes devant lui. Il m'a dit, mais papa, c'est formidable d'avoir des implants intracérébraux pour pouvoir se connecter plus vite à Internet. Et j'ai compris que nos normes éthiques, nos normes morales ne seront pas forcément celles de la génération Nintendo, et que si ça se trouve, dans 30 ou 40 ans, on trouvera formidable d'avoir une pensée hybride mélangeant l'intelligence artificielle et puis l'intelligence biologique. Alors, il se trouve que cette réunion des développeurs de Google, donc la nuit dernière, et on est vraiment, enfin, à chaque fois quand je vous entends, Laurent Alexandre, on est projeté, et vous devez tous le ressentir, dans un univers qui peut apparaître comme un univers de science-fiction. Et puis, on réalise qu'on se confronte à la réalité de manière très immédiate. Et donc, la nuit dernière, cette conférence des développeurs a été perturbée par des manifestants qui s'attaquent en fait à l'une des dernières acquisitions de Google, enfin non, pas l'une des dernières d'ailleurs, qui est Boston Dynamics. Ouais. Et c'est donc la robotique dont vous parliez. Alors, Boston Dynamics, vous pouvez aller voir des images assez impressionnantes d'ailleurs sur Google, cette blague. Ils ont notamment fait ce qui allez sur YouTube. Ils ont notamment fait ce qui apparaît comme une espèce de buffle là, qui avance. Enfin, c'est très très spectaculaire. C'est très spectaculaire. Il semble que Boston Dynamics travaille avec la défense des États-Unis, du moins. C'est même son client principal. C'est même son client principal. Bon, et là, on est au bout de l'histoire, vous comprenez bien. C'est-à-dire, est-ce que il vous semble qu'il y a, d'une manière ou d'une autre, le mariage entre... Alors, Google, comme vous savez, essaie de sortir Boston Dynamics de l'armée américaine. Google a bien compris que c'est pas très chic d'avoir des robots qui tuent, fabriqués par une filiale à 100% de Google. Donc il semble que Google soit en train de mettre un petit espace entre la défense nationale américaine et puis Boston Dynamics. Boston Dynamics, c'est intéressant. Google a été génial sur la robotique. Et qu'est-ce que c'est la robotique? C'est de la biomécanique plus de l'intelligence artificielle. Google a racheté les 8 plus belles sociétés de robotique au monde en 18 mois. Les gens y ont vu que du feu, les gens n'ont pas vu ce qui se passait. Google a été le premier à comprendre que l'intelligence artificielle et la robotique, c'est maintenant. Et Google a préempté les meilleurs chercheurs, les meilleures boîtes, et a tout racheté. Amazon est aussi présent sur la robotique, mais dans une moindre mesure. On voit bien que Google, on peut critiquer Google, mais Google est très bon. La Google Car, c'est génial. Dans le domaine de la médecine, au-delà de Calico et de l'euthanasie de la mort, les lentilles pour diabétiques que Google est en train de développer, qui seront sur l'œil et qui mesureront en temps réel la glycémie, vont permettre d'améliorer considérablement le destin des diabétiques. L'ensemble de ces innovations sont spectaculaires. Bien sûr, il faut encadrer le pouvoir de Google parce que Google est tellement fort, tellement bon, tellement puissant qu'il faudra l'encadrer. Ça ne veut pas dire lui faire des bêtises comme on lui fait faire avec le droit à l'oubli. Ça veut dire l'encadrer légitimement, car il faut encadrer toutes les grandes puissances, même si elles sont très bonnes et même si elles ne sont pas malfaisantes. La réflexion qui m'intéresse, moi, c'est comment on crée de la valeur. Ce que fait GAFA est tout à fait respectable, mais on voit bien que c'est un aspirateur à valeur économique. La stratégie de GAFA est tellement géniale qu'il ne reste que des miettes pour les acteurs en aval. Non pas parce que GAFA est prédateur et méchant, simplement parce qu'ils sont plus intelligents, plus proactifs et qu'ils sont dans un meilleur écosystème que nos bacs à sable en Europe. Et c'est pour ça qu'on récupère très peu de valeur. On bricole, mais regardez dans la salle, en dehors des représentants de GAFA, et je pense qu'il y a des gens de Google ici, en dehors des représentants de GAFA, regardez la valeur en bourse de vos actifs. C'est peanuts par rapport à ce que vaut GAFA. GAFA a dépassé 1000 milliards de dollars il y a déjà fort longtemps. Et nous, quand on parle d'une jolie affaire dans votre métier, on parle de 3 cacahuètes. Donc, il y a aujourd'hui un vrai problème. Comment fait-on pour exister dans cet univers-là? Comment réussit-on à créer des plateformes de taille mondiale? Peut-on encore créer un operating system à l'échelle de l'Europe? Peut-on encore rentrer dans le marché du mobile alors que par connerie, on a
les constructeurs de mobiles en Europe se sont suicidés. Ils n'ont pas compris qu'on allait surfer sur le mobile. Ils n'ont pas compris qu'il fallait des operating systems. Regardez comment Nokia est mort, regardez comment Alcatel est mort. Souvenez-vous de l'époque, c'était il n'y a pas longtemps, Sagem était le premier vendeur de téléphone en France. Ça fait sourire. Nous avons tout perdu sur le mobile. Il y a une vraie réflexion à mener. Comment exister à l'ombre de GAFA? Comment créer de la valeur à l'ombre de GAFA? C'est, pour notre destin individuel et collectif, un vrai sujet. Sinon, nous allons être vassalisés, marginalisés, et la croissance économique en Europe ne redémarrera pas. Alors, il se trouve que si j'avais pas été là... Attendez, parce que je vais vous donner un message d'espoir. De toute façon, Si j'avais pas eu le bonheur d'être... Attendez, regardez la croissance économique européenne, et en France en particulier, par rapport à la croissance mondiale. Il n'y a pas photo. Si j'avais pas été là, j'aurais été en banlieue parisienne, puisque aujourd'hui, et pour la première fois d'ailleurs, une boîte que je trouve fascinante, avec un entrepreneur incroyable qui s'appelle Bruno Maisonnier, et qui dirige Aldébaran Robotics, ouvrait en fait pour la première fois ses ateliers à un certain nombre de journalistes. Donc Aldébaran, il a décidé de s'allier avec SoftBank, qui est un assez puissant quand même, opérateur japonais. À la tête de SoftBank, il y a un entrepreneur qui est un type absolument exceptionnel, qui est sans doute l'équivalent de Steve Jobs pour le Japon. Qui a eu des hauts et des bas, mais qui est assez génial. Oui. Et quel entrepreneur n'a pas eu des hauts et des bas, à part vous, peut-être, Laurent Alexandre, voilà. Est-ce que lui, il n'a pas une carte à jouer? Il dit, voilà, alors, vous l'avez vu, son robot, enfin, le dernier, qui s'appelle Pepper, qui est justement un robot de service, justement un robot qu'il destine à l'assistance des personnes âgées. Il dit que ce robot doit être gentil, doit être mignon, doit être accepté. Est-ce que lui, il n'a pas une carte à jouer, justement? Est-ce qu'avec cette alliance avec le japonais SoftBank, il ne peut pas commencer à construire quelque chose? Stéphane, ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a rien à faire en Europe. J'ai dit que nous ne récupérons que des miettes. Parfois, c'est des jolies miettes, Ouais. mais c'est quand même des miettes. Entre une jolie boutique comme ça et Google, en termes de valo, il y a un rapport de 10 000. Ouais. Donc ce sont des belles miettes, nous avons des belles miettes. Le problème est, pouvons-nous récupérer un morceau de la baguette de pain? C'est le vrai enjeu dans les années qui viennent, et on n'en prend pas le chemin. Et vous avez des pistes puisque nos derniers actifs... Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, l'Europe était numéro 1 mondial sur l'industrie du téléphone mobile. Numéro 1 mondial. Aujourd'hui, tout le monde a crevé. Et Nokia s'est vendu pour 2 cacahuètes à Microsoft, quand vous le savez. Oui, mais est-ce que vous avez des pistes alors? Je ne sais pas. Comment résister? Puisque vous nous avez dit que de toute façon, nous étions nous-mêmes en fait la 5e colonne de ce. Non mais Stéphane. De ce GAFA là. Voilà. Non mais Stéphane, vous connaissez la réponse. En matière de politique industrielle, il n'y a pas de magie. La stratégie à la Montebourg, ça ne peut pas marcher. Les effets de manche, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pas comme ça qu'on va recréer une industrie high-tech en Europe, et en France en particulier. Le problème, ça ne concerne pas que le numérique, ça concerne toutes les NBIC, les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, et puis les sciences du cerveau. Il faut de meilleures universités. Il faut arrêter nos universités dépotoirs dans l'absolu et comparer à Wharton ou à MIT, à Caltech, etc. Il faut que les chercheurs soient payés dignement. Il faut que les entrepreneurs soient un peu moins méprisés pendant les campagnes électorales. Il faut qu'on ait une fiscalité normale. Il faut qu'à la place du choc de complexité qu'on a en ce moment, on ait un choc de simplification, etc., etc. Il faut une politique de l'offre. Et donc, il n'y a pas de ressources miracles. Pour qu'on redémarre en Europe et en France en particulier dans la high-tech, il faut de grands efforts, il faut développer une politique de l'offre. Et ça va prendre beaucoup de temps. Et comme nous avons des élites politiques qui sont technophobes, ça va être difficile. Nous vivons une grande révolution schumpeterienne. Nous vivons avec les NBIC une révolution schumpeterienne, une grande rénovation d'innovation, comme il y a eu entre 1880 et 1910 avec l'automobile, la chimie, l'électricité, le téléphone et l'aviation. Quand vous dites NBIC, vous dites quoi? Ça veut dire quoi, NBIC? Nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences du cerveau. Nous connaissons un choc technologique extraordinaire et nous avons des élites qui ne comprennent pas les technologies. N'oubliez jamais, quand on parle de l'état de la France, n'oubliez jamais que nous sommes en 2014, il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau du président de la République. Mais comment ça, mais comment ça, il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau du président? Il n'y a pas d'ordinateur sur le bureau du président de la République. Lisez le dernier Paris Match et vous verrez qu'il n'y a pas d'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur? Je vous rassure,
Je suis de droite, mais je dois reconnaître qu'il n'y en avait pas non plus sur le bureau de Nicolas Sarkozy. Bon, Laurent Alexandre, il y a toujours... Donc nos élites sont technophobes et c'est compliqué de faire face à une révolution technologique de cette ampleur avec, à la tête de nos États, des bras cassés technologiques. C'est le mot de la fin, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Merci beaucoup, Laurent Alexandre. Pour ceux qui veulent mon compte Twitter, c'est @dr_L_Alexandre. Merci beaucoup. Il devait clôturer. Donc on va. Allez-y, monsieur. Oui, écoutez, hein, personne n'est là pour nous empêcher de continuer à discuter, donc on peut continuer à discuter, voilà. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ludovic de Wavrin. J'en profite pour poser une question. Vous avez fait une analyse qui est détonnante, très intéressante. Merci. Vous avez posé une problématique qui est très intéressante. Moi, simplement, ce qu'on m'a appris, c'est souvent on analyse, on pose une problématique et après ça, on essaie de mettre en place des solutions. Moi, j'ai entendu des rires. Je ne sais pas si c'est des rires ou de la stupéfaction. C'est passionnant ce que vous racontez. Est-ce que ce n'est pas un peu l'oiseau de mauvais augure qui veut, flippant, qui veut nous faire prendre conscience de quelque chose? Je pense qu'on l'entend. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, je vous l'ai dit, je suis un économiste libéral. Donc je ne crois pas à la magie du verbe des technophobes qui font de la technologie. Donc je crois à une politique de l'offre, je l'ai dit. Rénover nos universités, aider le développement des entreprises en simplifiant le droit du travail, l'organisation, mieux payer les chercheurs, etc., etc. C'est une politique qui prend 10 ans, 15 ans. L'Allemagne l'a menée d'ailleurs à la fin des années 90, et c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui une croissance très supérieure à nous. C'est un effort de très longue haleine. Nos universités merdiques, avec nos professeurs sous-payés, oui, avec nos professeurs sous-payés, regardez combien gagne un professeur d'université en technologie par rapport à ce qu'il gagnerait à Caltech. Regardez combien gagne un chercheur à l'INSERM par rapport à ce qu'il gagnerait au NIH aux États-Unis. On est dans des rapports de 1 à 3. Et dans mon secteur, la génétique, je peux vous dire que la fuite des meilleurs généticiens vers les États-Unis, elle est importante. Ça ne veut pas dire que tout le monde part, mais ça veut dire que beaucoup de bons partent. Donc la solution, elle est... D'abord, il faudrait que collectivement, on fasse émerger des élites politiques technophiles. Il y en a marre des élites politiques technophobes. C'est-à-dire d'avoir un président de la République sans ordinateur sur son bureau en 2014, c'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour notre pays. Mais c'est nous qui choisissons des élites politiques, purement politiques. Et regardez les députés, regardez les ministres, il n'y a pas un ministre qui a bossé. Ce sont des apparatchiks, des élus. Il n'y en a pas un seul qui a vu une entreprise. Le seul parmi les ministres de l'ère Hollande qui a vu une entreprise, c'était Cahuzac. Bon. Un autre chirurgien, soit dit en passant. Hein. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. Oui, mais moi, je ne fraude pas le fisc. Bon. J'ai pas entendu? Pas de la fraude. Est-ce que vous avez une autre question? Quelque part? Non? Bon, bah, oui. Il y en a une. Allez-y, je vous en prie. Qu'attendez-vous pour créer votre propre parti politique? Ce n'est pas mon objectif. Et puis pour les meetings, de venir de Bruxelles, c'est pas ultra pratique. Alors, puisque visiblement on peut continuer encore un peu. Où est passé le secrétaire d'État? Non, mais il y avait une phrase. Elle s'est échappée. Elle est partie acheter un ordinateur. Il y a une phrase que vous prononcez, Laurent Alexandre, régulièrement, qui à chaque fois...
qui à chaque fois nous plonge... Enfin bon, bref, je vais là. Alors, Qu'est-ce que vous allez me sortir encore? je vais sortir ce que vous dites, vous. C'est-à-dire, il se trouve qu'il y a des jeunes femmes ici, jeunes filles. Non, ils sont trop vieux déjà. Non, mais elles vont avoir un enfant. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là, oui, d'accord. Oui. Ok. Et certaines d'entre vous, là, ne le savent pas, mais sont sans doute la mère ou le père, donc d'un homme éternel. C'est votre conviction, mais sérieuse. Et encore une fois, Non, mais on parle de choses sérieuses avec vous, Laurent Éternel. En tout cas, Laurent Alexandre, de quelqu'un qui vivra 1000 ans. C'est ce que vous dites, Non. avec le plus grand sérieux. Je suis comme Kurt Weill et comme les dirigeants de Google, et c'est pour ça qu'ils ont créé Calico, je suis persuadé que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Prenez un enfant qui va naître aujourd'hui. Quel âge aura-t-il en 2100? 86 ans. Quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 86 ans en 2100. Est-ce que vous imaginez ce que sera la technologie biomédicale à cette époque? La génétique sera totalement banalisée, les cellules souches, la nanotechnologie, etc. L'espérance de vie sera déjà probablement de 150 à 180 ans. Donc quelqu'un qui naît aujourd'hui pourrait vivre jusqu'en 2200. Vous imaginez la technologie en 2200? De quoi vivre encore un petit peu? Je suis persuadé que parmi les gens qui naissent aujourd'hui, un certain nombre vivront très longtemps. C'est la thèse que j'avais développée dans la mort de la mort. Ça a bien sûr des conséquences politiques, philosophiques très importantes, mais si vous réfléchissez bien, ça n'est pas impossible. C'est en tout cas le pari. Relisez ce qu'a dit le directeur du développement de Google sur le sujet. C'est une opinion qui est beaucoup partagée à l'intérieur de GAFA et à l'intérieur de la Silicon Valley. Et là, on peut parler de quelques éléments philosophiques. On peut peut-être Ce que vous appelez le transhumanisme, enfin ce qui s'appelle le transhumanisme. Ce qui s'appelle le transhumanisme. Il se trouve, et c'est pour ça que leur stratégie est ce qu'elle est, il se trouve que les dirigeants de GAFA sont très majoritairement des transhumanistes. Ah, c'est pas un extraterrestre, un transhumaniste. Mais les quatre là encore, c'est-à-dire Google, Amazon, ils s'intéressent tous au même sujet transhumaniste. C'est quoi un transhumaniste? C'est quelqu'un qui pense qu'il faut tuer la mort en utilisant toutes les technologies NBIC, qu'il faut développer une intelligence artificielle forte et qu'il faut interfacer l'intelligence artificielle forte avec le cerveau humain. Ça a été 1000 fois répété par les dirigeants de Google. Vous pouvez aller chercher les déclarations de tous les dirigeants de Google. Ils ont parlé de leur volonté de tuer la mort et de développer l'intelligence artificielle depuis à peu près une dizaine d'années. Et cette volonté d'utiliser tout le pouvoir des nanobiotechnologies, de l'informatique et puis des sciences du cerveau pour tuer la mort et développer une intelligence artificielle forte est le point commun de GAFA. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Google et Apple rentrent dans le marché de la santé maintenant, mais sur le marché de l'intelligence artificielle, ils sont présents tous les quatre. Ce qui va d'ailleurs va être un immense challenge pour vous. Car sur le plan informatique, vous prenez le risque d'être largué, car il est possible que les acteurs de GAFA montent d'un étage en matière de puissance informatique dans les années qui viennent. Google, bien sûr, développe beaucoup l'intelligence artificielle. Apple a beaucoup d'équipes sur l'intelligence artificielle. Facebook vient de créer un département sur l'intelligence artificielle. Et Amazon aussi vient de créer un grand département sur l'intelligence artificielle. Les quatre acteurs de GAFA sont présents dans l'intelligence artificielle, ce qui va probablement leur donner des algorithmes qui risquent de marginaliser vos propres systèmes informatiques. Le directeur informatique d'un de vos adhérents, d'un membre, ici présent, que je ne citerai pas, me disait récemment, on ne peut plus tenir. Face à Amazon, nous ne pouvons plus tenir. Ça veut dire quoi, il ne peut plus tenir? Sur le plan informatique, sur le plan des moteurs de recommandation, etc. Face aux algorithmes d'Amazon qui sont amortis sur des centaines et des centaines de millions de personnes sur toutes les zones linguistiques, nous qui ne sommes présents que sur 3 zones linguistiques, nous ne tenons plus. Nous ne sommes plus capables de développer des systèmes informatiques à la hauteur d'Amazon. Nous avons perdu la partie. Le diagnostic est très sombre, c'est pour ça que je ne cite pas mon interlocuteur. Mais c'est sûr que quand vous avez des acteurs qui mettent des milliards de dollars par an sur les algorithmes et l'intelligence artificielle, quand vous êtes une petite boutique franco-française avec une équipe de 40 informaticiens, vous allez avoir un peu de mal sur les algorithmes. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la crainte sur l'intelligence artificielle. Ce sont des craintes à moyen terme, le jour où une intelligence artificielle pourrait devenir hostile. Mais si on raisonne à plus court terme, le problème n'est pas d'avoir une intelligence artificielle hostile, c'est de savoir comment les acteurs comme vous résistent face aux gens qui maîtrisent
l'intelligence artificielle. Et le sujet, il est quand même très chaud. Et je pense que l'effort globalement que vous faites sur l'intelligence artificielle est insuffisant par rapport aux enjeux. D'ailleurs, on pourrait imaginer que vous travaillez collaborativement et que vous développiez des espèces de GIE pour vous mettre à la hauteur de GAFA en intelligence artificielle. Et parce qu'aujourd'hui, aucun d'entre vous en dehors de GAFA ne travaille sur l'IA. Et à l'horizon 5 à 7 ans, je pense que vous allez le payer. Mais oui, mais ce serait des cacahuètes, là encore, Laurent Alexandre, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est-à-dire la puissance d'investissement, de toute façon, elle ne sera jamais là. Apple est la première capitalisation boursière du monde. Il y a encore une pauvre compagnie pétrolière là, qui croit encore qu'elle peut exister quelque part entre Apple et Google sur les capitalisations boursières. Elle va assez vite disparaître. Alors, j'essaie d'être un petit peu... non, mais mais attendez, je vais finir. Optimiste et empathique. Vous aurez tous compris qu'on attend la ministre, hein, ce qui est le lot quand même de l'ensemble des citoyens que nous sommes. Mais alors, en ce qui vous concerne, Laurent Alexandre, attendez, vous-même... En gros, je meuble. Vous-même, vous avez investi... Non, je suis vraiment vexé. Vous-même, vous avez investi... Donc, dans une boîte aujourd'hui, DNA Vision, sur le séquençage de l'ADN. Je crois que, alors c'est même pas, c'est la femme duquel des deux d'ailleurs. C'est l'ex-femme de Sergey Brin, qui a c'est créé même plus 20 Tissue and Me. Bon, enfin, il se trouve qu'ils ont investi, alors des sommes, j'imagine, qui sont 1000 fois celles que vous-même vous pouvez investir dans le même business. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez pouvoir résister à ces géants? Je suis un petit crapaud à côté d'eux, et ça donne du sens à ma vie. Non mais sérieusement, vous êtes exactement dans la même situation que ceux qui sont dans cette salle, sauf que eux c'est sur les algorithmes, et vous c'est sur le séquençage d'ADN. Mais c'est pour ça que mais dans le séquençage ADN il y a beaucoup d'algorithmes. Mais c'est pour ça que je suis empathique avec vous. Nous vivons la même situation. Et alors c'est quoi votre stratégie? Il faut quoi? Faut développer une niche? C'est compliqué. Vous voulez pas le dire? C'est compliqué. Il faut se rendre indispensable, il faut développer une niche dans laquelle ils n'iront pas. Elle arrive quand la ministre? Je ne sais pas moi quand elle arrive. Il faut développer une niche dans laquelle ils n'iront pas. Qu'est-ce qu'il faut Non mais globalement, aujourd'hui, il faut réinvestir massivement en Europe. Il faut qu'on ait des universités attractives, ce qu'on n'a pas. Vous voyez, même Polytechnique, qui est une bonne école, quand vous allez dans les locaux de Polytechnique, c'est mortifère. On croirait un bâtiment construit pour le Gosplan soviétique en 1952. Mais qui est allé à Polytechnique récemment? Est-ce que vous trouvez que c'est des locaux sympathiques et que ça vaut les universités américaines? Et vous vous rendez compte? Non mais attendez, je veux juste moi la qualité, parce qu'on parle de data et de qualifier l'audience. Donc il y a plus de gens qui ont été à Polytechnique que de gens qui ont repeint leur chambre. Si vous avez suivi, je vous admire, je suis très fier d'être là. Et donc vous disiez notamment, il n'y a pas de robot à Polytechnique. Hein, il me semble que vous disiez ça récemment, alors je n'ai pas pu vérifier. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Qu'il n'y avait pas, justement. Mais vous avez 5000 abonnements Twitter, donc à la fin vous confondez. Bon. Personnellement, je n'en ai pas 5000, j'en ai peu. Voilà. Marc, je suis désolé, mais là, on va finir par arriver au bout de l'ensemble de ce qu'on a à dire, parce que, à part raconter nos vacances, là... Non, mais on peut chanter. Non, mais vous allez bien nous trouver une autre question, dévouez-vous. Oui, bien sûr. Allez, une question. Sur la santé, sur Calico, sur la génétique, sur... Voilà. Il arrive à 10h, ça va être un peu compliqué. Hein. On va peut-être aller au cocktail. Je voulais juste partager une idée que vous avez mentionnée. On n'entend rien. Excusez-moi. Ouais. Je voulais juste partager avec vous une idée que, par rapport à ce que vous avez mentionné entre les grands groupes européens et la compétition qu'on peut avoir avec les groupes américains. Vous avez mentionné Sagem. Nous, on avait une idée. Enfin, je me présente, je m'appelle Lionel Sion, je travaille dans les sociétés israéliennes. On a en Israël un pays qui est donc pas très loin, qui est à peu près 4 heures d'ici de l'Europe, qui a un vrai vivier de technologie, qui fait un accès également aux grands groupes américains et qui ont une vraie force à la fois capitalistique, etc., et qui sont des petits David et des Goliath, entre guillemets, des petites sociétés qui ont une vraie volonté de se développer, qui ont une vraie volonté de développer.
Et je trouve qu'il y a une des idées qu'il faut développer et qu'aujourd'hui qu'on ne développe pas assez, c'est entre l'interaction entre les grands groupes européens qui ont un vrai savoir-faire et les sociétés israéliennes qui ensemble peuvent développer les choses. Je vous donne un exemple très concret qu'on avait mis en place, qu'on a initié malheureusement qui n'a pas fonctionné. Sagem était une société qui était énormément très intéressante, qui avait eu 20 ans d'expérience dans le développement des téléphones mobiles. On avait une autre société qui s'appelait Modu, qui a été créée par l'inventeur de la clé USB qui s'appelait M. Dov Moran, qui avait développé une idée de développer un téléphone modulaire. En associant l'expertise d'une société européenne qui est développée dans le téléphone et une société israélienne dans le domaine de l'innovation de modularité, on était capable de développer une vraie innovation par rapport à des grands groupes. Et quelle était la question? Non, c'est pas une question. Je dis que Ah d'accord, c'était une profession de foi. C'est une question de foi, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, des sociétés européennes ont une vraie expertise, Oui, mais alors- ils ne bénéficient pas à la fois des sociétés-là pour développer. Mais des ce que vous choses dites est pour le intéressant. reste. Effectivement, Israël est comme la Corée du Sud, un pays qui investit énormément sur la R&D. Vous savez quel est le niveau de la R&D par rapport à la richesse nationale en Corée du Sud? Ils sont en train d'arriver à 5% du PIB. La France est à 2,21. Et des pays comme l'Espagne et l'Italie sont entre 1 et 1,5. Donc il y a un certain nombre de pays qui font un effort de R&D considérable. Les États-Unis sont à 3, l'Allemagne n'est pas loin de 3, mais la Corée approche 4%. Samsung, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit en fait d'un investissement massif en recherche et développement, public et privé, par la Corée du Sud. Et il est clair qu'il n'y aura pas de redressement en Europe, il n'y aura pas de redressement en France sur le plan technologique si on ne passe pas entre 3 et 4% de la richesse nationale consacrée à la R&D. De la R&D utile, bien sûr, de la R&D non bureaucratique, de la R&D haut de gamme, mais c'est l'un des moyens qu'on aurait dans les années qui viennent de rattraper une partie de notre retard, c'est effectivement de réinvestir dans la R&D. Mais ça n'est là encore pas bien compris par les élites politiques qui sont assez technophobes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu récemment ce qu'a déclaré José Bové. Il influence et il a 14 mètres carrés de tribunes dans le monde par an. José Bové a déclaré « Moi, je suis contre le maïs génétiquement modifié, et donc je suis contre les bidouillages biologiques et génétiques, donc je suis contre la fécondation in vitro. » Donc il veut qu'on interdise la fécondation in vitro chez les couples stériles, et contre la thérapie génique. Par exemple, de la thérapie génique chez les gens qui sont malades, etc. Donc vous voyez qu'on a parmi nos élites politiques une technophobie importante, et qui est quand même un vrai facteur limitant. Mais j'ai l'impression que... Voilà.